Alors, on est au chapitre 3 où on va parler beaucoup plus des systèmes d'exploitation. On va focaliser sur ces logiciels de base. On a dit que l'ordinateur, dans les chapitres précédents, on a dit que l'ordinateur, il est composé de plusieurs périphériques. Il y a des périphériques d'entrée, il y a des périphériques de sortie, il y a aussi quelques périphériques qui sont considérés comme des périphériques d'entrée et sortie. Alors, l'ordinateur, le micro-ordinateur va avoir un but bien précis, c'est faire le traitement des données, le traitement de l'information, et cette donnée sera codée soit en binaire, soit en hexadécimal, comme on a vu dans les chapitres précédents. Alors, les périphériques essentiels pour le fonctionnement de l'ordinateur, je vais avoir des périphériques dites d'entrée ou de sortie, comme par exemple le scanner, le clavier et la souris, ce sont des périphériques d'entrée. Et pourquoi on va dire que ce sont des périphériques d'entrée? Parce que c'est eux qui vont véhiculer de l'information vers l'unité centrale. Par exemple, si je suis avec le clavier, je suis en train d'écrire des informations, d'écrire par exemple un texte, et là je suis en train de transmettre l'écriture depuis le clavier vers l'unité centrale. La même chose avec la souris, lorsque je vais cliquer sur un fichier bien précis, je suis en train de transmettre un signal vers l'unité centrale. Et la même chose aussi avec le scanner, je suis en train de photocopier ou de scanner une feuille que je vais la transmettre vers le microprocesseur et vers le disque dur. C'est pour cela qu'on va les appeler les périphériques d'entrée. Par rapport aux périphériques de sortie, on va avoir des périphériques comme l'écran, par exemple, l'imprimante et les haut-parleurs. Là où je vais avoir une inversion en matière de sens de transmission de la donnée. Alors, on va avoir, au lieu d'avoir ce sens-là, c'est-à-dire depuis le périphérique vers l'unité centrale, je vais avoir le sens inverse, c'est-à-dire l'unité centrale, c'est elle qui va envoyer la donnée vers le périphérique de sortie. Et c'est pour cela qu'on va l'appeler périphérique de sortie, parce que j'ai à transmettre l'information depuis l'unité centrale vers ce périphérique, comme par exemple l'écran, l'imprimante ou le haut-parleur. Par exemple, avec l'écran, l'unité centrale va envoyer les signaux pour les afficher sur l'écran et avoir un résultat visuel sur l'écran. Pour l'imprimante, vous avez des documents à imprimer et là, on va envoyer le document vers l'imprimante qui va nous imprimer sur des feuilles le document demandé. Les haut-parleurs, vous avez le son qui sera véhiculé depuis cette unité centrale et sera diffusé sous forme de son à travers ces haut-parleurs. C'est pour cela qu'on va dire que les périphériques de sortie, ce sont ceux qui vont recevoir de l'information et les périphériques d'entrée, c'est eux qui vont émettre l'information vers l'unité centrale. Alors, voici quelques définitions, quelques périphériques d'entrée, le clavier, la souris, le microphone, les lecteurs CD, DVD, tout ce qui est webcam, tout ce qui est scanner. Alors, par rapport aux périphériques de sortie, vous avez les imprimantes, les haut-parleurs, tout ce qui est écouteurs et tout ce qui est écran avec les différents types d'écrans seront des périphériques de sortie. Il y a des périphériques dites d'entrée et de sortie à la fois, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer l'information vers l'unité centrale et vont aussi avoir la possibilité de recevoir l'information. On a des exemples, on a 3 exemples de ces périphériques. Vous avez les microphones avec casque, et les microphones avec casque, ils vont recevoir l'information sur les écouteurs, ils vont émettre le son vers l'unité centrale en utilisant le micro. Et là, on va avoir deux périphériques, l'un d'entrée et l'un de sortie, qui seront couplés sur un seul matériel. Aussi, par rapport au graveur CD ou DVD, vous avez le graveur qui est capable soit de lire ou d'écrire sur les CD ou DVD. Lorsque je suis sur l'opération d'écriture, je suis en mode périphérique d'entrée parce que je suis en train d'entrer des informations sur le disque.
Et lorsque je suis en train de lire le CD ou bien le DVD, je suis en mode périphérique de sortie parce que je suis en train de sortir de l'information depuis ce CD ou ce DVD. On a aussi le modem. Dans le cas d'Internet, le modem, il est en train de recevoir des informations depuis le réseau et en train de diffuser aussi des informations par rapport au réseau. Et là, je vais avoir ce modem qui sera un modulateur et des démodulateurs, pardon, qu'on va l'utiliser dans les deux sens, c'est-à-dire en entrée et aussi en sortie. Alors, voici quelques illustrations par rapport à ces périphériques. Par exemple, la souris, vous avez des boutons à utiliser. Vous avez le bouton droit qui va être le décideur. Je vais sélectionner par rapport à ce bouton. Vous avez le bouton gauche, pardon, c'est lui le décideur. Vous avez le bouton droit, c'est le bouton des choix. À chaque fois que vous allez cliquer, vous allez avoir un menu et vous allez choisir. Et vous avez au milieu, c'est pas toujours obligatoire, vous allez avoir une molette qui est pour dérouler les pages directement ou pour faire défiler les pages directement. Le clavier, vous avez aussi les mêmes fonctionnalités. Vous avez des chiffres, un pavé numérique avec des nombres de 0 jusqu'à 9. Vous avez un pavé ou énormément de touches en matière de zone qui sera destiné à avoir des lettres, pour taper les lettres. Vous avez la touche entrée qui est pour confirmer. Vous avez des touches de déplacement. Vous avez des touches, par exemple, spécifiques pour faire des espaces. Et vous avez des touches de fonction F1 jusqu'à F12. Vous allez avoir des fonctionnalités par rapport à l'utilisation d'ordinateur par rapport au clavier. Là, en résumé, vous allez avoir cette configuration. On va avoir notre matériel qui est le hardware. Et ce matériel sera géré par le système d'exploitation qui est le plus utilisé, qui est Windows. On va le détailler tout à l'heure. Et puis, on aura d'autres logiciels qui sont les logiciels d'application, comme par exemple le Word et Excel, qui sont des logiciels destinés à régler un problème bien défini. Les drivers, par exemple, en cas d'imprimante, vous allez pouvoir installer ces logiciels afin d'utiliser le matériel hardware. Et là, on est obligé d'utiliser ces logiciels d'application afin d'avoir la possibilité de gérer les fonctionnalités du matériel hardware externe, bien sûr. Alors, on va poser quelques questions et essayer de répondre. Alors, la question 1. Avec l'évolution des systèmes d'exploitation, la ligne de commande et l'interface graphique sont apparues pour faciliter le dialogue entre les OS et les utilisateurs. Mais quel système est apparu avant l'autre? L'interface graphique avant la ligne de commande, ou bien la ligne de commande avant l'interface graphique, ou bien les deux sont apparus en même temps. Alors, réellement, au début de l'informatique, il n'y avait pas d'interface graphique. On n'aurait pas des interfaces graphiques, mais on avait uniquement des lignes de commande, c'est-à-dire on utilisait le système appelé MS-DOS. Et là, après, on a développé des systèmes d'exploitation avec des interfaces graphiques. Et bien sûr, la réponse juste à cette question, c'est que la ligne de commande est avant l'interface graphique, elle est apparue avant l'interface graphique. Alors, la deuxième question, le système d'exploitation fait partie du matériel, des logiciels de base ou bien des logiciels d'application? Alors, bien sûr, dans notre cas, le système d'exploitation, c'est un système de base, c'est un logiciel, c'est un ensemble de logiciels regroupés pour faire fonctionner l'ordinateur. Alors, on est en présence d'un logiciel de base ou un ensemble de logiciels de base qui vont nous faire fonctionner notre ordinateur. La question 3, l'architecture logicielle, entre parenthèses classique, d'un ordinateur est le système d'exploitation directement au-dessus du matériel, l'application directement au-dessus du matériel, les applications directement au-dessus du système d'exploitation,
ou bien le système d'exploitation à côté des applications? Alors, la réponse à cette question, je vais avoir déjà la base de mon fonctionnement classique ou mon architecture logique, où je vais avoir le système d'exploitation qui va être par rapport au matériel et au logiciel. C'est comme cette configuration. Je vais avoir le système d'exploitation et vous avez le matériel qui est ici, et puis vous avez les applications qui sont après, les applications, les logiciels d'application qui sont après. Alors, je vais parcourir mes choix. Vous avez le système d'exploitation directement au-dessus du matériel, ou bien l'application directement au-dessus du matériel, ou bien les applications directement au-dessus du système d'exploitation, ou bien le système d'exploitation à côté des applications. Alors, on va avoir la réponse la plus juste, c'est les applications qui sont au-dessus du système d'exploitation, qui est la réponse juste à partir de l'architecture logicielle. Parce qu'on ne parle pas ici de matériel, on parle de l'architecture logicielle. Alors, la bonne réponse, c'est que je vais avoir les applications qui vont être après le système d'exploitation. Alors, la quatrième question, un système d'exploitation, c'est la fonction de l'administrateur système. C'est un intermédiaire entre la machine et l'utilisateur. C'est le nom du processeur central de l'ordinateur ou bien c'est l'éditeur exploitant le système. Alors, réellement, le système d'exploitation vient pour faire la traduction, parce qu'on a dit dans le premier chapitre, on a besoin d'avoir un traducteur entre l'utilisateur et la machine, parce que l'utilisateur ou l'être humain va parler un langage courant, le français, l'anglais ou n'importe quelle langue, et puis la machine, elle va parler en code 0, 1, 0, 1, ou bien en hexadécimal ou un autre code. Alors, on aura besoin d'un intermédiaire ou d'un traducteur entre les deux. Alors, la réponse la plus juste, c'est, ou la réponse à cette question, c'est un intermédiaire entre la machine et l'utilisateur. Alors, la question 5, Linux, c'est un système d'exploitation fonctionnant sur PC, un système d'exploitation fonctionnant sur Macintosh, un pingouin de dessin animé ou bien un système d'exploitation au format libre. Alors, Linux, ça a été formé pour rivaliser avec Windows. C'est une alternative par rapport à Windows qui a été fabriquée par les utilisateurs eux-mêmes. Parce qu'il y avait Windows qui est très cher pour la licence, on l'a acheté très cher. Alors, les utilisateurs ont conçu leur propre système d'exploitation qui est totalement gratuit et totalement libre. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la configuration ou le noyau de ce système d'exploitation à tout moment. Alors, Linux, c'est un système d'exploitation au format libre. Ou la réponse à cette question, c'est la quatrième. Alors, en parlant de système d'exploitation, on a dit que c'est un intermédiaire entre l'utilisateur et la machine, et vice-versa, entre la machine et l'utilisateur. Alors, on va avoir réellement trois types de systèmes d'exploitation. On va avoir trois sociétés trois sociétés ou trois grandes philosophies en matière de système d'exploitation. On va les voir par la suite. Alors, vous avez un système, quand un système d'exploitation est installé sur un ordinateur, la première des choses qu'il fait, c'est de reconnaître les composants de l'ordinateur. Ça, c'est la première étape. Lorsqu'on va installer, par exemple, Windows, la première des choses à connaître avec Windows, parce que le système d'exploitation, comme on a énoncé, c'est un ensemble de logiciels. Alors, l'une des premières tâches à effectuer, c'est reconnaître les systèmes, reconnaître tous les périphériques du système, reconnaître la taille du disque dur, la taille de la RAM, le type du microprocesseur, les composants reliés à la carte mère. Tout ça, il doit être identifié en utilisant le système d'exploitation. Alors, pour que le système d'exploitation sache utiliser correctement les composants constituant l'ordinateur, il lui faut en quelque sorte une notice bien définie. Alors, cette notice lui est donnée par un petit programme ou un logiciel appelé le driver ou bien le pilote.
on va avoir un pilote qui est l'intermédiaire entre le matériel et le système d'exploitation. C'est-à-dire, si je vais avoir par exemple une carte réseau, je dois me disposer de son logiciel ou son driver. On l'appelle driver, on appelle logiciel ou pilote, et ce pilote va nous aider à bien utiliser le matériel en considération. C'est comme si vous avez un médicament et vous voulez utiliser ce médicament. Alors, avant de l'utiliser, vous allez ouvrir la boîte, vous allez trouver une notice à l'intérieur, vous allez bien lire cette notice et puis vous allez utiliser le médicament. C'est la même chose ici entre le microprocesseur et le système d'exploitation, par exemple, ou bien la RAM et le microprocesseur et le système d'exploitation, ou bien le disque dur ou autre matériel qui veut fonctionner correctement en utilisant le système d'exploitation. Alors, on a dit réellement, on a trois philosophies en matière de système d'exploitation. On a la philosophie Macintosh, qui a été définie en un système d'exploitation défini par Apple ou la société Apple. On a un système d'exploitation le plus courant ou le plus utilisé dans le monde qui est Windows, et ça a été conçu par Microsoft. Et vous avez Linux, qui est un système libre, gratuit, qui est établi par les utilisateurs. Alors, vous avez une société qui s'occupe de ça, de faire Linux, mais en même temps, vous avez des contributions par rapport aux utilisateurs qui vont ajouter des fonctionnalités à ce système d'exploitation. Bien sûr, celui le plus utilisé sur les machines, vous avez le Windows qui est très utilisé sur les machines. Alors, si je parle côté ordinateur de bureau ou bien ordinateur portable, vous avez ces trois logiciels ou ces trois systèmes d'exploitation qui sont utilisés. Si je parle des smartphones ou bien des tablettes, vous avez un autre système qui est l'Android, que vous utilisez certainement dans vos smartphones. L'Android, tout ce qui est système d'exploitation qui a un réel succès dans les téléphones, par exemple, de type Samsung ou Huawei, vous avez un système Android qui va gérer les systèmes d'exploitation ou être comme système d'exploitation. Vous avez les iOS dans les téléphones Apple ou les tablettes Apple. Et vous avez aussi Windows dans les smartphones fabriqués par Microsoft ou les tablettes fabriquées par Microsoft. Alors, si on va se projeter sur Windows, qui est le plus utilisé, vous avez énormément de versions et chaque version a apporté des solutions par rapport à... elle aura toujours, bien sûr, des lacunes, des avantages et des inconvénients. En partant toujours du système d'exploitation le plus ancien qui est Windows 95 à son apparition. Puis vous avez le Windows NT qui est destiné pour les entreprises. Et après, vous avez le Windows 2000. Et par la suite, à partir de mars 2002, vous avez Windows XP qui a connu un succès énorme dans les PC. Et après, vous avez d'autres versions comme Windows Vista qui a souffert de sa lenteur, c'est-à-dire qu'il est très lent à répondre. Il n'est pas aussi stable que ça. Et puis, Windows ou Microsoft a lancé celui qui a duré en matière de succès, c'est Windows 7, qui est doté d'une interface et d'une sécurité très solide. Alors, il est très utilisé, le Windows 7 actuellement dans le monde, malgré qu'il a été, dernièrement, il a été arrêté en matière de mise à jour de sécurité, mais Microsoft a arrêté les mises à jour de sécurité, mais il est toujours utilisé dans la majorité des ordinateurs. Après, vous avez un échec en matière de Windows, c'est le Windows 8 qui a connu un échec énorme parce que il possède énormément de failles
Et Microsoft a proposé Windows 10 comme une alternative à Windows 8. Et là, la chose de plus par rapport à Windows, c'est qu'il y avait, avec Windows 10, à télécharger des applications comme Android. C'est un mélange entre l'Android et la philosophie Windows classique, c'est-à-dire les fenêtres, et on peut utiliser des applications qu'on peut les télécharger depuis des stores et les utiliser comme si on est sur notre smartphone ou notre tablette, mais on est réellement sur un PC. Alors, par définition, le Windows, c'est un système multi-utilisateur. Vous pouvez avoir énormément d'utilisateurs pour un seul PC. Et de ce fait, plusieurs profils d'utilisateurs peuvent être créés. Alors ainsi, plusieurs personnes pourront travailler sur un même micro-ordinateur en ayant chacun, bien sûr, sa propre session pour faire son propre travail. Alors, dans chaque session, vous avez un mot de passe bien spécifique par rapport au profil et on n'aura pas de mélange en matière de documents, en matière de fichiers de partage, mais chacun aura ses propres moyens en matière de session. On aura deux rôles dans Windows. On aura soit le rôle administrateur, qui va avoir les pleins pouvoirs sur tout l'ordinateur, et on a le rôle invité. Et là, vous avez le droit d'utiliser, mais vous ne pouvez pas faire des modifications majeures en matière de système. Alors, si on parle de programme dans Windows, vous allez avoir dans chaque fenêtre Windows, parce que Windows, c'est quoi réellement? Le mot Windows en anglais, c'est les fenêtres. En français, c'est fenêtres. Windows, c'est les fenêtres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque je vais avoir un programme, il va s'ouvrir sous forme d'une interface graphique et sous forme d'une fenêtre qui aura cette forme-là. Alors, dans la fenêtre, on va trouver une barre qui s'appelle la barre de titre. On va la trouver ici. Et cette barre va nous rappeler le nom du document qui est le document courant. On va avoir aussi quelques boutons qui vont nous accompagner. Le bouton qui va nous réduire la fenêtre avec le tiret. Vous avez le bouton qui va nous agrandir ou réduire la taille de la fenêtre et un autre bouton pour fermer qui est le bouton en X pour fermer la fenêtre. Alors vous avez aussi une autre barre qui est ici, qui peut être trouvée ici. Ça c'est la barre de titre et ça c'est la barre des menus. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des options par rapport à cette fenêtre. On aura l'onglet fichier, on aura l'onglet édition, vue, par exemple, aide et énormément d'onglets. Et chaque fois qu'on va cliquer sur l'un des onglets, on va voir énormément de choix et énormément d'opérations sur notre programme. Alors, vous avez aussi le contenu du fichier ou le contenu qui va être défilé ou le contenu de la fenêtre ici. Et puis, vous avez en bas l'état ou la barre d'état, c'est-à-dire on est en train d'effectuer quelle opération ou quel est l'état de l'opération actuelle que je suis en train d'effectuer. Alors, on aura aussi la barre des boutons d'outils standard. Alors, la barre de boutons d'outils standard, c'est une barre aussi qui va utiliser les outils permanents d'une façon rapide. Bon, la barre des boutons d'outils standard, ça fait partie de la barre des menus parce que tout ce qu'on va avoir en matière de boutons, on peut le faire par rapport à la barre des titres, mais c'est la barre des menus, pardon, mais c'est comme si que vous êtes sur une barre d'accès rapide. On va utiliser par exemple la touche d'avancer ou de bien de reculer, comme sur Internet, par exemple, aller vers la page précédente ou aller vers la page suivante. Ça, c'est un menu de boutons d'outils standard qui est inclus, bien sûr, dans le bouton
dans le menu des titres, mais il n'est pas. C'est comme si que pour être plus rapide, je vais utiliser cette notion. Là, on aura aussi les barres et flèches de défilement. Vous avez cette barre qui va nous permettre de faire défiler le contenu de la fenêtre. Elles n'apparaissent que si nécessaire lorsque le contenu est plus grand que l'espace disponible de notre page. Alors, dans Windows, vous allez trouver bien sûr des fichiers et le fichier dans un Windows, on aura des définitions par rapport au fichier, par rapport au dossier ou par rapport au document. Un fichier, c'est un ensemble d'informations plus ou moins structuré, c'est-à-dire que vous allez avoir un fichier qui sera à l'intérieur avec énormément de structures de code et on ne parle pas cependant de fichiers comme dans le cas où ces informations sont stockées sur des supports qui leur permettent une durée de vie assez longue. Si je suis bien sûr sur un support de disque dur, je parle de fichier qui sera stocké. Alors chaque fichier aura un nom qui sera composé bien sûr de deux parties. Une première partie, c'est le nom du fichier proprement dit, qui est attribué par l'utilisateur, et point d'extension. Je vais avoir toujours des extensions qui vont indiquer le type du fichier. Par exemple, si je suis euh, dans ce cas, par exemple, chapitre 2, partie 2.pdf, alors le nom du fichier, c'est chapitre 2, partie 2, qui a été attribué par l'utilisateur. Bien sûr, je peux changer le nom à tout moment. L'utilisateur peut changer le nom du fichier à tout moment. Alors l'extension c'est .pdf veut dire que je suis sur un fichier de type PDF et là c'est pour avoir le logiciel correspondant qui va nous lire ce fichier. Si je suis avec par exemple .doc, je suis sur Microsoft Word. Si je suis avec XLS, je suis sur Excel et ainsi de suite. Ça va nous indiquer le programme ou le logiciel qui est responsable de lire le fichier avec son type. Alors, par rapport au dossier, le dossier va regrouper un ensemble de fichiers. Alors, par rapport au dossier, on va avoir uniquement le nom et non pas l'extension parce qu'un dossier peut contenir un ensemble de fichiers qui sont différents. Je peux avoir un dossier qui contient, par exemple, des fichiers PDF, des fichiers Word, des fichiers PowerPoint, des fichiers Excel, des fichiers Photoshop, peu importe. Le dossier, c'est celui qui va regrouper un ensemble de fichiers. Il aura uniquement un nom qui sera aussi administré par l'utilisateur ou attribué par l'utilisateur. Alors bien sûr, tout ça est créé par l'utilisateur, ou les dossiers sont créés par les utilisateurs. Alors, les fichiers de programme ou bien les documents, les types de documents, on va avoir énormément de types de documents dans Windows, comme par exemple avec les extensions que j'ai déjà énoncées. Alors, vous avez par exemple tout ce qui est .doc ou .docs, ce sont des documents créés en utilisant tout ce qui est en rapport avec le traitement texte ou bien le logiciel Microsoft Word. Vous avez .xls, c'est le tableur Excel, c'est-à-dire lorsque je suis en matière de fichiers ou bien de feuilles de calcul créées par le logiciel Excel. Si je suis dans le cas avec .bmp, .gif, .tif, .drw, .wmf, .jpeg, on est en présence de fichiers d'images. Je suis en présence de fichiers d'images ou des fichiers qui sont des images ou des photos. Alors, si je suis avec le .mov, .avi, .mp4, .mkv ou autre, je suis sur des fichiers qui sont des fichiers ou des documents VD. Alors, si je suis en présence de l'extension WAV, AIF, NID, MP3 ou RAM, je suis en présence d'un fichier qui est un fichier en document de niveau ou un document sonore.
Enfin, si je suis en présence d'un fichier .html ou bien .htm, je suis en présence d'une diffusion d'une page web. Je suis sur Internet et je vais utiliser le .html pour indiquer que le document que je suis en train de manipuler est une page web. Alors, on arrive à terme de ce chapitre et on a vu dans ce chapitre tout ce qui est en rapport avec les systèmes d'exploitation. On a dit qu'il y aura trois grandes philosophies de systèmes d'exploitation et on a focalisé beaucoup plus sur Windows, qui est un système d'exploitation conçu par Microsoft qui sera un intermédiaire entre l'utilisateur et la machine, tout en développant des fenêtres avec des barres qui vont guider l'utilisateur à effectuer ce qu'il veut sur Windows, et aussi avec des fichiers, avec des extensions, avec des dossiers, et on aura les tâches de l'utilisateur qui sont accomplies d'une façon très efficace en utilisant ce système d'exploitation.